Hey, salut beau gosse, salut belle gosse. Aujourd'hui, on parle de notre tête de fantôme préférée, on parle de l'histoire de ce 6ème opus de Scream. Contrairement à Scream 5, qui cherchait à nous faire comprendre qu'il était temps d'opérer un passage de flambeau et de renouveler la licence, Scream 6 adopte un cadre narratif beaucoup plus complexe et même subtil. Parce qu'en vérité, il y a juste tellement de choses à dire entre le mobile des tueurs, la tourmente du personnage de Samantha, ou encore le mystère qui entoure sa propre mère, sa petite maman. Mais on va tout décortiquer aujourd'hui, parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Quelle vie atroce, bordel. Et si le concept vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à mettre un tout petit j'aime. On parle souvent de films d'horreur, dans une ambiance colorée et rétro plutôt cosy, et d'ailleurs pour l'occasion, j'organise également un concours où vous pouvez gagner différents steelbooks, mais également une petite figurine pop de Michael Myers. N'hésitez donc pas à aller voir mes réseaux sociaux ou ma précédente vidéo pour en connaître les modalités. Attendez, mais c'est de la propagande ça? On dirait un peu les Allemands dans les années 40, si vous voyez ce que je veux dire. Oh putain, elle est un peu limite celle-là quand même. On va continuer tranquillement. Comment se termine le 6ème opus de Scream? Ce nouvel opus de Scream se termine par une nouvelle victoire pour nos deux sœurs préférées, à savoir Samantha et Tara. Alors qu'elles sont emprisonnées dans le sanctuaire des tueurs et prises au piège, elles découvrent qui se dissimule sous le prestigieux masque de Ghostface. Scream 6 rompt avec les codes traditionnels de la franchise en nous présentant pas un, pas deux, mais bel et bien 3 tueurs en série qui sont liés au personnage de Richie, le tueur du 5ème opus. Tout d'abord son père, l'inspecteur Bailey, sa sœur Quinn et enfin son petit frère Ethan. Une affaire de famille donc, ou plutôt une famille complètement détraquée. Mais alors pourquoi ils en voulaient à nos personnages? Eh bien tout simplement parce que Sam a sauvagement tué Richie dans le précédent film. Le reste de la famille souhaite donc se venger en torturant nos deux sœurs, tout en leur faisant porter le chapeau, évidemment. Et c'est d'autant plus un plan machiavélique que la famille de Richie sait que Samantha est dans la tourmente par la faute de ces fameuses théories du complot. Des fake news qui se propagent à l'aide d'internet et qui la décrivent comme une personne instable et manipulatrice. Mais en vérité, avant la mort de Richie, que ce soit le père, le frère ou la sœur, eh bien ils étaient déjà complètement tarés. Ils étaient au courant que Richie, le tueur du 5ème opus de Scream, était complètement instable et qu'il vouait une obsession complètement morbide pour la franchise Stab et les véritables meurtres de Woodsboro. Il allait jusqu'à tourner des fan-films horrifiques reprenant des passages iconiques de ces véritables meurtres appartenant pourtant au passé. Il manque clairement d'éducation, une bonne tarte dans la gueule et de base c'est vite réglé. Alors on évite de faire ça par pitié, j'ai pas envie d'avoir un procès aux fesses. Mais ce que je veux dire par là, c'est que sa famille n'a rien fait pour l'empêcher de sombrer dans une fascination complètement morbide. Et quand ils ont appris que Richie était un tueur en série, ils ont préféré blâmer le personnage de Samantha, alors que le véritable coupable, c'est Richie. On en revient donc au point du début de notre argumentaire, dans cette famille, ils sont tous aussi tarés les uns que les autres. Et c'est là où nous comprenons que le personnage de Richie, il est central. Fasciné par les précédents Ghostface, il leur vouait carrément un culte en collectionnant des objets leur ayant appartenu dans un véritable sanctuaire. En fin de compte, que cela soit le lieu où se déroule l'acte final du film ou que cela soit cette famille qui incarne les nouveaux coupables, eh bien nous observons que Richie, il est vraiment au centre de tout. Il est omniprésent le bâtard. Il est là sans être là, comme Michael Myers. Oh, ça c'est une référence que j'aime particulièrement. En tout cas, le film se termine par la victoire de Samantha et Tara qui réussissent à se débarrasser des 3 tueurs. Samantha pète une nouvelle fois un câble en devenant en quelque sorte le personnage le plus effrayant de la franchise. On va y venir, vous inquiétez pas, mais elle est plus badass que jamais et c'est plutôt cool. Mais c'est surtout que nous avons 4 personnages principaux qui survivent. Et c'est relié au thème le plus important du film, la famille. Je sais qu'on dirait pas, mais Scream 6 possède un discours sur la famille qui est central pour comprendre l'ensemble du film et la façon dont il est construit. Je vous promets que c'est vrai.
Parce que oui, Scream 6 développe un discours familial, centré sur les personnages de Samantha, Tara, Chad et évidemment Mindy. Comme ce sont les survivants des meurtres de Woodsboro des précédents films, ils assument enfin le lien particulier qui les unit, jusqu'à carrément écarter les autres personnages de leur entourage et donc de leur confiance personnelle. Alors que pourtant, pour certains, ouais, ils étaient pas si méchants que ça. C'est pour cette raison qu'ils nomment leur groupe le groupe des 4, avec le fameux check où ils doivent se mettre leurs mains les unes sur les autres. Alors oui, c'est cliché, je sais, mais un peu de douceur, ça fait toujours du bien. Comme quand on fait l'amour. Et c'est le personnage de Gail qui confirme cela. Lorsqu'elle parle en privé à Samantha après la découverte du sanctuaire, elle lui évoque le fait qu'il est important de se trouver une famille de substitution. Une famille qui dépasse les liens du sang. C'est d'autant plus frappant que Gail, elle fait référence à son propre vécu, où elle a trouvé une véritable famille d'adoption spirituelle avec les personnages de Sidney et évidemment de Dewey. Elle incite donc le personnage de Samantha à faire exactement la même chose, à construire avec Tara, Chad et Mindy, une amitié aussi forte que le trio emblématique de la saga. Construire une véritable famille qui se protège des autres et se soutient moralement dans les périodes de trouble. Et c'est d'autant plus percutant que ce qui ramène Samantha dans le droit chemin à la fin du film, au moment où elle hésite à conserver le masque de son père Billy Loomis et donc symboliquement à sombrer du mauvais côté de la balance, c'est sa famille. C'est le personnage de Tara qui la ramène du bon côté, ainsi que Chad et Mindy qui l'ont soutenue face aux rumeurs qui se sont développées sur internet. Symboliquement, Samantha est sauvée par sa famille. Alors oui, je trouve ça un peu niais, mais en même temps tellement touchant. N'hésitez pas à me dire si j'ai des goûts de merde, il y aura aucun problème. De plus, le film développe un véritable discours ironique autour de la chose. Alors que nous assistons à la naissance d'une famille composée de nos 4 personnages iconiques, nous assistons également à la destruction d'une autre, la famille de Richie. Une famille qui n'a pas réussi à gérer les drames de leur vie. Là où Chad, Mindy, Sam et Tara se soutiennent lorsqu'ils sont en difficulté et sont là les uns pour les autres, la famille de Richie s'est confortée dans leur idée de vengeance et donc dans le passé, plutôt que de faire le deuil de leur fils. Et c'est là où le personnage de Samantha a son importance. Oui, elle fait partie de cette famille, mais pour combien de temps ? Parce que clairement le film développe un discours assez pessimiste sur son personnage, et elle a clairement des envies de meurtre. Et y a pas de souci avec ça, mais quand même il faut le souligner. C'est ce qu'elle évoque à son psychologue au tout début du film, et visiblement ce n'est pas le premier qui lui claque la porte au nez. Elle possède des envies sombres, se fait tourmenter en permanence par les visions de son père, évidemment Billy Loomis. Et surtout, elle dit clairement qu'elle a apprécié tuer le personnage de Richie dans le précédent film. Alors après, il le méritait, y a aucun souci là-dessus. C'est vrai que ça doit être plutôt cool de mettre un masque de fantôme et de se mettre tout nu et de tuer 2 ou 3 connards, ça on peut pas lui reprocher. Mais Samantha va jusqu'à porter le costume de Ghostface à la fin du film, tout en utilisant la lame emblématique de son paternel, qui je le rappelle était un immense psychopathe. Et d'ailleurs, elle manie déjà à la perfection tout l'art de Ghostface, en allant carrément utiliser le téléphone pile poil au bon moment, avec le modificateur de voix, et ce genre de choses. Et si sa sœur ou les autres personnages de sa nouvelle famille n'étaient plus là, ou n'avaient pas été là pour la retenir, il est certain que cela ferait bien longtemps qu'elle aurait sombré du mauvais côté de la balance. Parce que oui, on sent qu'elle prend plaisir à se débarrasser de ces mauvaises personnes, et qu'elle est faite pour cela. Et puis on dirait qu'elle a comme une forme de respect envers son père. À la fois elle le rejette parce qu'il a été mauvais, mais en même temps, elle l'aime, car c'est son père. Et on déconne pas avec le padré, bordel. Ce qui confirme cela, c'est la scène où elle se retrouve dans le sanctuaire des tueurs, et où elle se place devant la tenue de son paternel, jusqu'à carrément déposer sa main sur la vitre, comme si elle avait une sorte de respect pour lui, ou une espèce de lien un tantinet unique entre un père et sa fille. Et c'est saupoudré par la scène de fin où elle est hésitante pour savoir si elle doit conserver le masque ou non. Mais elle le jette. Elle jette le masque à la fin du film. Elle se débarrasse d'un objet de son père. Et c'est là où le thème de la famille, il est très important. Elle n'a pas besoin de retrouver un quelconque lien avec son père,
puisque dans Scream 6, elle possède une nouvelle famille avec les personnages de Chad, Mindy et évidemment sa véritable sœur Tara. Et c'est là où son personnage sera profondément intéressant à suivre. Qu'est-ce qui va se passer si sa sœur décède ou que ses deux autres amis quittent ce monde ? On voit bien que si sa sœur ne l'avait pas rappelé à la fin du film, elle aurait conservé le masque de Billy et elle aurait sûrement plongé dans une sorte de tourment. Elle dit clairement d'ailleurs au début du film qu'elle a peur. Elle a peur parce qu'elle a apprécié poignarder quelqu'un. Elle a apprécié la chose, et si un jour les autres personnages ne sont plus là pour elle, elle plongera dans la démence et remplacera son père dans un nouvel opus. Peut-être qu'un jour, on aura un gros délire où Sidney Prescott devra affronter la fille de Billy Loomis, Samantha, dans un ultime film de la franchise. Bon ouais, je rigole, c'est du fantasme complet. Sincèrement, avec la complexité des deux personnages que représentent Samantha et Tara, ils ont largement de quoi faire déjà. Et c'est important d'avoir de l'ambivalence et des changements. Qu'on ait des doutes sur cette nouvelle héroïne, et des craintes qu'elle chavire du mauvais côté, jusqu'à carrément hésiter sur son innocence présumée. Et l'ensemble de ces questions ne sont pas uniquement portées vers le spectateur, mais sont également portées vers sa propre sœur Tara, qui semble par moments complètement troublée par le comportement de sa grande sœur. Et si finalement le personnage qu'on nous présente comme la digne héritière de Sidney Prescott, qui je le rappelle était l'héroïne ultime, l'héroïne la plus parfaite du monde, et si finalement sa digne héritière ne serait pas une prochaine tueuse ou une prochaine coupable. L'héroïne devenant une méchante un jour, Tara qui doit affronter sa sœur parce qu'elle a basculé du mauvais côté. C'est encore un fantasme, mais bien écrit, cela pourrait donner un putain de film. En revanche, s'il y a bien une figure qui est profondément mystérieuse depuis le 5e opus, c'est bien la mère de Samantha et de Tara. On ne sait pratiquement rien d'elle, si ce n'est que les relations avec ces deux filles sont catastrophiques au possible, jusqu'à carrément avoir, coupé les ponts. Et d'ailleurs, cela rappelle le même genre de relation entre Billy Loomis et sa mère dans la trilogie originale. La mère de Billy ayant coupé les ponts avec son fils lorsqu'elle a appris que son mari était infidèle. Et quand on sait que Billy Loomis est le père de Samantha, c'est sûr qu'on a l'impression que c'est un éternel recommencement, et que les relations maternelles sont toujours quelque chose de difficile dans l'ensemble de cette saga. Maintenant que Sam s'est construit une famille de substitution, il ne reste plus qu'une seule personne dont elle doit en quelque sorte se débarrasser, ou qui pourrait peut-être lui en vouloir, c'est-à-dire sa propre mère. On voit bien que les derniers opus de Scream sont construits pour faire écho à la trilogie originale. Le petit copain tueur dont on se débarrasse dans la même maison dans l'acte final, la mère ou le père du petit copain tueur du précédent film qui vient se venger dans une sorte de théâtre complètement morbide, et enfin Scream 3 et Scream 7 qui pourrait se relier par un membre de la famille de l'héroïne principale, le frère de Sidney dans le 3e film, et par conséquent celle qui serait à l'origine de tout, la mère de Samantha et de Tara dans le 7e opus. C'est le seul moyen pour eux de créer un lien narratif avec le 3e film de la franchise. La mère de Samantha, qui pourrait également être troublée depuis que ses relations avec ses filles sont complètement difficiles, et qui en plus a eu un enfant avec Billy Loomis, qui était complètement dérangé, je le rappelle. Et c'est pas fini. Dans le 3e opus de Scream, on apprenait que Roman, le tueur de cet opus et le frère de Sidney Prescott, qu'il était à l'origine de l'ensemble des meurtres de la franchise. Il est celui qui a conçu le concept de Ghostface, en convainquant même Billy Loomis d'assassiner Maureen Prescott, ce qui a enclenché par la suite les premiers meurtres de Woodsboro. S'il souhaite continuer à faire des parallèles avec les opus originaux, Scream 7 pourrait se servir de la mère de Samantha et de Tara pour effectuer justement ce lien narratif. Une mère jalouse de ses filles, qui sont devenues des héroïnes depuis les événements des précédents films, jusqu'à ce qu'elles se fassent complètement manipuler sur les réseaux sociaux par la faute de l'ensemble de ces théories du complot, des théories du complot qui finiraient par convaincre la mère de Samantha que sa fille est une véritable meurtrière,
et qu'il faut absolument s'en débarrasser. Et si on y réfléchit pendant un instant, il y a plein de possibilités pour rendre cela encore plus crédible. Il pourrait très bien nous dire que la mère de Samantha, elle était déjà troublée psychologiquement parlant, par le simple fait qu'elle a eu un enfant avec un véritable tueur en série, qui je le rappelle est Bibi Loomis, et donc qu'elle ne souhaiterait pas que la chair de son propre sang ne reproduise les mêmes erreurs que son propre amant. C'est une idée de scénario que je trouve plutôt cool. Pour moi, c'est ce qu'on va obtenir dans Scream 7, un film qui se concentrera sur la mère de Samantha et Tara, qu'elle soit méchante ou non d'ailleurs. Je parle depuis le début de théorie du complot, et c'est le discours que développe déjà Scream 6 avec des forums et des fans de films d'horreur qui s'amusent à considérer Samantha comme une manipulatrice qui se serait fait passer pour une héroïne alors qu'elle n'était qu'une simple méchante et donc une manipulatrice. Et c'est ça qu'on va retrouver dans Scream 7, mais en pire. Cette fois-ci, Samantha ne sera pas du tout seule, et Tara sera aussi considérée comme une manipulatrice, et subira de plein fouet ces espèces de théories du complot qui se déroulent sur internet, comme si en fin de compte, c'était elle les tueuses, alors qu'on sait tous, nous en tant que spectateurs, que ce n'est pas du tout le cas. Et comme cette pression psychologique sera encore plus difficile pour nos deux sœurs, il y a fort à parier que le personnage de Samantha réussisse encore moins à gérer la pression. De plus, on observe bien que dans Scream 6, que Tara elle prend encore plus de place à l'écran, alors qu'elle était bien plus secondaire dans le précédent opus. Est-ce qu'elle va finir par remplacer sa sœur en devenant l'héroïne principale? Est-ce qu'elle va devoir un jour ramener sa sœur du bon côté après qu'elle soit complètement dans la tourmente? Vous l'aurez sans doute compris, c'est tout le mystère qui entoure le prochain opus. Il y a aussi le retour de Stu, le tueur du premier film. Alors, dans Scream 6, ils disent que ce ne sont que des théories du complot, qu'il est bel et bien mort. Mais est-ce que c'est pas une sorte de piste pour nous dire on va essayer de le ramener un jour? Et si on y arrive, regardez, on vous a déjà lancé une sorte de message d'alerte dans le 6e opus. Alors oui, je pense que c'est pour titiller l'esprit des fans, et faire une sorte de petit clin d'œil qui brise carrément le 4e, voire même le 5e et 6e mur. Ça fait beaucoup de murs n'empêche. En tout cas, Scream 6 pose les bases d'une histoire plus fascinante que jamais. Les enjeux sont clairement posés, et on sait un tant soit peu où ils vont se diriger pour le 7e opus à venir, dont la date de tournage a été confirmée pour l'année 2023, avec une sortie officielle en début d'année 2024. Nous allons retrouver les personnages de Chad, Mindy, Samantha et évidemment Tara, qui vont devoir surmonter ces nouveaux drames qui les ont touchés. Tout comme Sidney Prescott, ils vont sûrement devenir des espèces de stars qui seront facilement harcelés par les médias. Peut-être même qu'ils ont dû quitter la ville de New York et la fac où ils étaient inscrits après tout ce qui s'est passé. Mais comment va réagir le personnage de Samantha? Est-ce que après avoir commis un 2e meurtre dans le 6e opus, elle va pas continuer de sombrer dans une espèce de folie et de suivre la même destinée que son père? Ou est-ce qu'au contraire, elle va devenir une héroïne aussi légendaire que Sidney Prescott? Pour répondre à l'ensemble de ces questions, il va falloir attendre la sortie du 7e opus qui s'annonce bien plus qu'excitant.